Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Nous sommes des pirates. 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 Tiens, toi. Oh yes, déjà mercredi, Jerry t'es salué, Mr. White t'es salué. Yes. OK. Donc, départ simultané aujourd'hui pour le live et pour le prime. Donc, parce qu'on a différentes manières de faire les choses maintenant, donc pour ne pas répéter des affaires deux fois, c'est la manière qu'on fonctionne maintenant. Et je commence comment aujourd'hui, en ce mercredi? Eh bien, je vais vous surprendre. J'aime vous surprendre. J'aime être pas trop prévisible. En fait, je suis un homme imprévisible. Moi-même, des fois, je me mêle dans mes histoires. Donc, je vais défendre... Qui je défends aujourd'hui? Qui je défends? Qui je défends? Non. Ça, il ne faut pas exagérer quand même. Et aujourd'hui, je vais défendre Valérie Plante. Val. Je défends Valérie Plante. Calmons-nous les histoires, là, c'est la chasse à savoir qu'est-ce que les politiciens devraient faire quand il arrive des genres de problèmes avec la nature. Ils peuvent rien faire, sauf préparer la prochaine qu'il y aura dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Quelle est cette manie de vouloir avoir ces gens-là devant la cam alors que les gens sont en train de vider les meubles de leur sous-sol et que Calinette est en train de faire la job dans leur maison pour en sortir l'eau de là? Quelle est cette Christie de maladie-là? Je pense que on a mis le doigt sur le bobo il y a longtemps quand on vous a dit une des raisons pourquoi les années 70, les années 80, je pourrais même commencer un peu avant les années 70, mais les années 70 et les années 80 et une bonne partie des années 90, pourquoi on était si bien, pourquoi la vie était si... En tout cas, elle n'était pas parfaite, mais je veux dire, si on la compare qu'aujourd'hui, on retournerait là n'importe quand. Et la raison, une des raisons principales, c'était qu'on avait un genre d'admiration, on avait un genre de... Bien, d'abord, il y avait une séparation entre nous et les vedettes qui aujourd'hui n'existent plus en raison des réseaux sociaux. On a l'impression qu'ils sont dans nos maisons tout le temps. Et on voit tellement de choses qu'on n'a pas besoin de savoir d'eux autres que ça a enlevé le côté mythique des vedettes. Et aujourd'hui, les vedettes, ce ne sont plus les vedettes de la musique, c'est plus les vedettes du rock, c'est plus les vedettes de la chanson populaire, c'est plus les crooners des années 50 et 60, c'est plus les acteurs qui faisaient rêver tout le monde et les actrices qui faisaient rêver tout le monde. C'est politicos. Aujourd'hui, c'est les politicos mur à mur. Et qui a... oui, c'est sûr que les artistes se sont tassés eux-mêmes, puis il y a un paquet d'affaires qui est arrivé qui fait que il n'y a plus la même magie là, avec... aujourd'hui, quelqu'un peut être un artiste accompli et pas vraiment être un musicien, donc c'est quand même un peu spécial. Mais je comprends l'époque, ça avance, toujours pas pour le mieux. Mais pourquoi on a remplacé nos vedettes par des vedettes politiques? Pourquoi c'est devenu ça aujourd'hui? Et quand il arrive un drame, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir la genre de vedette politique montréalaise aller faire de la TV. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, mais là, elle a été questionnée. Elle s'est même, je vous dirais même, elle s'est même excusée devant, parce qu'il faut le faire, hein, quand tu es avec la gang de TVA, c'est pas mal les autres qui mènent. Donc, quand tu as une caméra devant toi et un micro, et que là, on insiste, mais vous étiez où dimanche? Vous étiez où, là? Vous étiez où? C'était quand la grosse pluie? En passant, juste vous dire, OK? Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui est arrivé. Ouais, mais c'est 158 mm. Ça aurait pu être 140. Et savez-vous quoi? Ça aurait pu être 60.
C'est un mariage qui est arrivé. Un ouragan, le chemin d'un ouragan, surtout quand elle devient de plus en plus moribonde, de plus en plus en fin de vie, eh bien, c'est très difficile de savoir quel chemin elle va prendre exactement. Ceux qui ont suivi le chemin de débit dans les derniers jours avant qu'elle tombe sur le Québec, vous avez vu qu'à un moment donné, ils nous mettaient ça à 60 km du fleuve vers l'est. À un moment donné, c'est à 60 km vers le nord. Tu sais, je veux dire, on était tout mêlés. Mais c'est la preuve que c'est très difficile de savoir le chemin de cette tempête qui est imprévisible, parce que ce n'est pas une dépression qui suit le courant jet, c'est quelque chose qui flotte un peu et qui est influencé par les autres systèmes, mais qui se comporte de manière un peu erratique. Et je vous dirais qu'une fois que le chemin est établi et que l'œil passe quelque part, souvent, c'est l'œil qui nous protège. Et alentour de l'œil, il y a toutes ces couches de pluie et de vent. Je sais qu'il y a des endroits qui ont eu du vent lors du passage de débit, malgré que c'était même plus une tempête tropicale, c'était une simple tempête. Mais c'est un mariage, là, un mariage entre une dépression qui arrivait de l'ouest, du Midwest. Et cette dépression-là, à elle seule, nous aurait laissé un 40, 50, 60 mm d'eau. Et elles se sont mariées au-dessus de Montréal, les deux. C'est très rare. Ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. D'ailleurs, si vous tripez sur l'histoire de l'IPCC, donc ce qu'on appelle en français le GIEC, le GIEC eux-mêmes, dans certains rapports, même si c'est une gang de gauchistes qui ont une mission de vous faire peur, d'essayer de vous faire cracher du cash pour essayer de contrôler le climat, même ces gens-là sont les premiers à dire, je prenais un tweet de notre ami Adrien Pouliot cette semaine, et Adrien nous montrait que le GIEC lui-même n'est pas capable de faire la corrélation entre des moments d'inondation et les changements climatiques. Donc, il faut se calmer les nerfs là-dessus. C'est le genre de patente qui arrive toujours. En fait, la météo québécoise, je l'ai dit il y a 25 ans, elle est non touristable, OK? Non touristable, ça veut dire qu'elle est imprévisible. Mm-hmm. C'est une météo qui ne tient pas de bout. On n'est jamais capable vraiment de savoir qu'est-ce que... D'un été à un autre, c'est jamais le même genre d'été. Le printemps vis-à-vis un autre printemps, c'est jamais le même. Et rappelez-vous dans votre vie le nombre d'occasions que vous avez eues où il y a eu des tempêtes, il y a eu des gros orages, moi je me rappelle, on était au Lac-Sergent quand j'étais très jeune. On était en genre de roulotte, une gang de familles Filion ensemble, et il y avait eu des orages épouvantables, tout était arraché. Ça criait. Moi, je me rappelle d'entendre mes tantes crier et pleurer, OK? Et ça, c'était dans les années 70. C'est pas d'hier que ce genre d'événement météo-là. Donc, si vous pensez qu'on va changer quoi que ce soit avec des taxes, qu'on va être capable de changer le climat avec les minables de politicos qu'on a, qu'on va être capable de changer le climat avec des nouvelles fourchettes en bois au lieu de les avoir en plastique, bien, vous rêvez en couleur. Les événements météo vont arriver encore again and again and again. Puis, une des choses qu'on a de la misère à corriger, c'est toutes les erreurs du passé qu'on a faites dans le développement de nos villes, le développement de nos banlieues. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a développé à des endroits où l'eau ne pouvait pas aller nulle part. On n'avait pas trop de knowledge sur comment arrêter et freiner l'eau, parce que l'eau, une fois qu'elle est sur une surface dure, comme un toit ou encore une route ou encore un stationnement, bien, vous comprenez que cette eau-là est briquée par rien, et plus elle va vite, plus elle se rend vite dans les cours d'eau, plus les cours d'eau deviennent engorgés et moins ils sont capables de prendre la pluie qui tombe. Donc, on a fait un paquet d'erreurs. On a bâti dans des endroits qui étaient des endroits qui étaient trop basses. Donc, l'eau allait nulle part et on n'a pas fait de lac de rétention. On n'a rien fait de ce que d'autres faisaient déjà depuis longtemps ailleurs pour prévenir ce genre de choses-là. On a toujours développé au niveau de l'urbanisme un peu à la Yipaya, OK? Et on paie le prix de ça. C'est pas la faute de Valérie Plante. C'est pas la faute du maire de Laval, ce qui est arrivé à l'hôtel, là, qu'on a vu le stationnement bien plein. Mais c'est des années et des années d'incompétence au niveau des employés de la ville, de ceux qui accordent les permis, de ceux qui demandent certaines restrictions. Est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui? Probablement qu'on est meilleur aujourd'hui. Est-ce qu'on est parfait? Sans doute non. Est-ce qu'on pourrait, même si on était à 100% bulletproof et 100% parfait, est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter ce genre d'inondation? Oubliez ça. Vous vivez dans un monde qui est imparfait. Je ne sais pas quelle est
ce désir de vivre dans un monde où il n'y a aucun risque. Ça n'existe pas. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ça. Vous avez des chances. Vous avez une maison avec un sous-sol, OK? Vous avez des maisons qui ont été bâties avec des garages, donc vous avez des entrées. Vous allez dans l'est de Montréal, vous allez en avoir une tonne. Vous avez des entrées de garages qui sont 9 pieds en bas de la rue. Là. Ah, on a mis un drain, puis le drain se connecte au pluvial / les égouts de la ville. My God! Vous trustez ça, vous autres. Wow! Qu'est-ce que ce garage-là fait là? My God! Remplissez ce trou-là, enlevez la porte de garage, mettez du béton, mettez du sable, puis de la pelouse avec des fleurs. Il n'y a plus de porte de garage en bas. C'est courir après la marde. Qui a pensé à ça? Aujourd'hui, essayer de faire ça, au moins on a compris que c'était très dangereux de le faire. Mais encore là, même si on avait toutes les maisons parfaites, même si on décidait de ne plus faire de sous-sol et qu'on était sur des dalles de béton, puis qu'on essayait d'éviter tout pour essayer de rien avoir. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Les gens sont comme ça. Les gens, les politicos et les fonctionnaires essayent de faire la même chose avec les autos, les routes. Ils ne veulent pas avoir d'accidents, ils veulent pas quasiment avoir de morts sur les routes. On en avait 2200 par année avec la moitié du parc automobile il y a une trentaine d'années. On est rendu à 400-500. Je me demande si ce n'est pas 300-350. On en a quasiment plus. Et encore là, aux yeux de ces gens-là, c'est beaucoup trop. Le risque zéro n'existe pas. Et le risque zéro avec la météo existe encore moins. La météo, elle est imprévisible, surtout au Québec. Tu sais, je veux dire, même dans les endroits où il est plus prévisible, il y a des choses qui vont arriver. Même si vous savez comment le climat de l'Arizona peut être l'hiver ou l'été ou au printemps, puis que c'est quasiment toujours pareil, il peut y avoir une tempête de sable qu'ils n'ont jamais vue et qui cause des problèmes, puis qui fait que des maisons ont été brisées, etc., etc. Ça existe. Mais je reviens sur mon point initial. Pourquoi vous avez besoin de Valérie Plante à la TV? On va l'écouter ce que le gars de TVA lui posait comme question et on va entendre Valérie Plante répondre là-dessus. À 40, complètement inondé il y a 5 jours. Ici, on a un quartier résidentiel, c'est dans le coin de La Salle, dans Saint-Laurent aussi, c'était assez l'enfer. Ici, c'est une dame qui était en pleurs sur nos ondes parce que son sous-sol. Ça, c'était il y a 5 jours, Mme Plante. Des précipitations historiques. Oui. Vous étiez où, vous? J'étais à Montréal, absolument. Puis vous le savez, c'est un travail d'équipe, donc je suis contente parce que les équipes étaient déployées. Mais en tout respect, vous étiez où? Vous n'étiez pas sur le terrain, Mme Plante? Je vais être bien honnête avec vous. J'étais en contact concret avec toutes les équipes. Ce n'est pas parce que la mairesse n'est pas devant la caméra que les choses ne continuent pas d'avancer. Les Montréalais peuvent compter sur une mairesse, mais aussi une administration qui n'a pas attendu hier pour commencer à transformer l'infrastructure. Est-ce que vous avez fait une Jean Doré de vous-même en n'étant pas là sur le terrain? M. Doré n'était pas là, ça lui avait collé à la peau en 1987. S'il y a des Montréalais qui, pour eux, auraient souhaité ce choix-là, je m'en excuse. Mais d'aucune façon, ça démontre un désintérêt ou un... Non, parce que les actions parlent. Bon. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? OK. Je comprends le symbole derrière ça. Mm-hmm. OK, je comprends le symbole. Mais arrêtez de penser que ces gens-là sont des surhumains, des genres de super-héros qui vont arriver. La femme est dans la marde pareil. Valérie Plante arrive, elle n'est pas en train de mettre ses bottes. Elle ne met pas un kit de Calinette pour travailler avec Calinette. La seule chose qu'elle va aller faire, c'est qu'elle va aller parader devant les médias pour essayer de se faire du capital politique. OK? Et si elle le faisait, on serait les premiers à le dénoncer. Exact. OK? Donc, que voulez-vous, là? Tu sais, je veux dire... Oui, elle était à la parade gay. Oui. Elle dansait comme une nunuche. Regarde, il n'y a rien de grandiose dans ce que j'ai vu sur les vidéos de la parade gay. Oui, j'ai vu ça. Trudeau, pareil. Et après ça, on demande, mais François Legault était où? François Legault, il n'ira pas. Bon, ben là, c'est les changements climatiques. Notre gouvernement prend des initiatives, là, puis on veut éviter pour rassurer la population. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire là? Trudeau, c'est sûr qu'avec la communauté LGBT... non,
Justin, c'est parce que c'est du monde qui ont de l'eau dans le sous-sol. Oui, c'est ça, c'est pas pareil. Là. Je déplore que la communauté LGBT a été inondée de ce changement climatique et nous travaillons de pair avec nos pays alliés pour essayer de manipuler le climat. Ben oui, tu vas essayer de changer le climat. Come on. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent-tu un bonhomme avec une moustache, une canne, puis aller se mettre des bottes de caoutchouc puis marcher dans l'eau comme c'est Clayton? C'est ça qu'ils veulent? C'est ce qu'ils Ok, veulent c'est ça qu'ils parce veulent. que je fais la suite avec ce que j'ai dit hier. Ah oui. C'est maintenant pas une game de fait, c'est pas une game de job, c'est une game d'image et une game d'émotion. Et c'est les gens qui le demandent. Je sais pas si, je dis ça. Peut-être que c'est juste le gars de TVA qui dit ça, mais je sais dans mon fort intérieur que beaucoup de gens vont en vouloir à Valérie Plante de ne pas avoir été là pendant les inondations. La réalité, c'est que si vous êtes en crise après Valérie Plante, vous avez toutes les occasions du monde d'être en sacrement après ces communistes-là. Toutes les raisons sont là. Toutes les raisons sont là. Vous ne vous occupez jamais d'elles quand elles sont en train de transformer la ville pour faire chier à peu près tous les automobilistes, faire chier les Montréalais, bon, de la misère à se stationner, de la misère. Il y a des commerces qui crèvent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur TikTok sur Henri Bourassa, les gens qui... c'est ça la rue? Oui, c'est Henri Bourassa. C'est Henri Bourassa, hein, où est-ce que la nouvelle... c'est la nouvelle piste cyclable. Elle est en construction, la nouvelle piste cyclable. Et il y a quelqu'un, puis ce sont des immigrants de une ou deux générations qui tiennent un commerce depuis une cinquantaine d'années, des pâtisseries, du pain. Il y a un autre un peu plus loin, que je pense qu'il est un boucher. Ces gens-là ont depuis toujours une belle business. Ils ont 25, 30 clients à l'heure. Et là, ils n'en ont pas 5 à l'heure. Ils sont en train de tuer une business familiale qui tient le fort depuis 50 ans. C'est maintenant un corridor de mobilité qu'ils appellent. Voilà. Donc, il y a plein d'affaires. Demandez-leur de faire leur job. Demandez-leur de couper le gazon dans un parc. Demandez-leur de mettre des grands lacs dans les parcs, de créer de plus grands lacs encore avec de beaux parcs, peut-être de prendre des coins qui sont délabrés. Demandez-leur de faire des lacs de rétention. Demandez-leur de s'occuper des vraies histoires. Arrêtons de leur demander de juste produire de l'image. Les coins de rue éponges, c'est de l'image. C'est pas quelque chose d'assez puissant pour essayer de régler les problèmes de canalisation puis les problèmes du vieux système d'égout pluvial, puis etc. de Montréal, qui cause tous ces problèmes-là, qu'il n'a causé il y a 40 ans, qu'il en a causé il y a 20 ans. J'étais là à Montréal en 87. Bon, bien, ça va arriver encore. J'étais à Montréal. J'étais pris dans un parking souterrain à Montréal et j'avais de l'eau quasiment à taille, là, dans un parking souterrain. Et on ne parlait pas, à ce moment-là, rappelez-vous, en 87. Là, en passant, c'est en 87, Oui. 86 ou 87, je pense que c'est 87 que le GIEC a été formé. Le GIEC a été formé, puis dans la gang qui ont mis de la pression pour le GIEC, imaginez-vous que c'est Ronald Reagan qui a mis de la pression pour que le GIEC, l'IPCC, soit formé. Et la raison première, c'était pas les changements climatiques en tant que tels. C'était des problèmes avec la couche d'ozone, OK? Et là, depuis ce temps-là, pour ne pas être sûr que ça disparaisse, on a pris certains problèmes qu'on a, ou certains ajustements qu'on a, ou certains changements qu'on a, et on essaie de rendre ça plus spectaculaire que c'est pour essayer, je ne sais pas trop pour quelle raison, changer notre mode de vie, changer le mode économique, etc., etc. Mais on est tellement défocus. Puis la couche d'ozone, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en 87, quand Reagan a formé le GIEC, qui est devenu l'organisme politique qui change vos vies en ce moment, à ce moment-là, quand il a formé le GIEC, c'était pour régler le problème de la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, on a réglé ça avec des affaires concrètes. On n'a pas écœuré personne. Peut-être que les madames avec du prénet dans les cheveux ont eu à changer leur bouteille ou leur marque de bouteille. Le gaz d'un frigidaire. Le gaz d'un frigidaire. Il y a eu quelques affaires qu'on a changées. Mais on n'a pas rien fait par des taxes. On n'a pas rien fait en vous enlevant quoi que ce soit, en vous empêchant de faire quoi que ce soit. Et le problème est en train de se régler par lui-même. La couche d'ozone, qui, je pense que le trou est aux alentours au-dessus de l'Australie, ce qui reste à fermer. Et c'est en train de se rétablir parce qu'on a fait des choses concrètes.
sans écœurer personne. Malheureusement, le GIEC est devenu une genre d'institution pour essayer d'écœurer tout le monde et changer vos vies. Et Valérie Plante fait partie de cette gang-là. Elle fait partie des communistes qui veulent complètement scraper vos vies au lieu de travailler jour après jour à essayer d'améliorer la vie des Montréalais, à faire de Montréal, en fait, de redonner à Montréal l'image que Montréal avait, une place festive, une place de culture, une place de plaisir, une place de bouffe, une place où on a tous envie d'aller à chaque fin de semaine pour se payer du bon temps. Aujourd'hui, on évite Montréal comme la peste et ça, c'est pas normal. Les vrais problèmes de Valérie Plante, la liste est longue. On peut y en vouloir vraiment, vraiment, vraiment. Mais entre vous et moi, dites-moi comment Valérie Plante peut changer quoi que ce soit quand il arrive de la pluie, d'une dépression qui arrive de l'ouest et d'une tempête qui arrive du sud qui s'appelle Déby. Les deux se marient au-dessus de Montréal. Montréal reçoit de l'eau comme elle n'en a pas reçu depuis un bout. Il y a des places inondées. Il y a des places inondées ailleurs dans le monde. Il y a des places inondées ailleurs au Canada. Il y a des places inondées ailleurs aux États-Unis. Ça arrive over and over and over. Mais expliquez-moi comment quelqu'un qui est mairesse, politicien, peut aller essayer de changer quoi que ce soit, à part d'aller faire son fin finot devant la caméra et d'essayer de se faire un genre de gros happening politique pour redorer son image. Il n'y a rien là-dedans qui sert qui que ce soit, surtout pas la madame qui braille avec ses meubles qu'elle est en train de sortir de sa maison. C'est 100 mm en 87 qu'il avait reçu en 2 heures, Montréal. C'est ça, c'est le nombre d'heures. Tu comprends? Oui. En 2 heures. Là, on dit c'est 158 mm, mais c'est 158 mm sur une période d'à peu près 25-26 heures. Tandis que là, on avait eu... Et c'est la même chose au Saguenay en passant. Quand il est arrivé, le déluge du Saguenay, c'était un 100 mm en l'espace de quelques heures seulement. 100 mm, que ça tombe sur 24 heures, c'est sûr, il va y avoir des rivières qui vont être engorgées, il y a pas quelle affaire qui va arriver. Sauf que c'est à la vitesse à laquelle ça tombe. On a vu des heures, je regardais les prévisions de précipitations pour le week-end. Je regardais Montréal, je regardais Québec, je regardais Trois-Rivières, et on voyait des heures où il y avait 20-25 mm à l'heure. OK? Donc, c'est pas la quantité, c'est à la vitesse à laquelle elle tombe, et les deux ensemble ont fait ça. Mais puis je sais que beaucoup de gens ont envie de voir ces gens-là sur le terrain. Je ne sais pas quel est ce trip-là. OK, on est déjà parti pour de bon pour la journée avec beaucoup de stock à venir sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeffrey avec Jerry et Mr. White à la prod. C'est le retour dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Live pour la nouvelle saison de Joe Hamel. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. À Jeff, yes, à Jeff. C'est la poubelle à Jeff, la poubelle. Hey, on commence avec d'abord une nouvelle que la poubelle nous sert un peu comme la boîte à Jerry, la boîte à pizza à Jerry nous permet mettre des affaires un peu spéciales. Et de ventiler quelques sujets. Puis souvent, c'est un peu intemporel, comme celui-là que je vous propose, que j'aurais aimé passer hier, parce que je l'avais hier dans ma liste de choses à vous jaser. Mais on a tellement jasé de choses que finalement, mes gommes glissaient entre les doigts. Mais jamais trop tard pour bien faire. Georges Saint-Pierre, dans un podcast du comédien Theo Von, donc podcast très populaire. Georges Saint-Pierre parle à cette audience américaine du traitement que les Québécois ont eu pendant la COVID. Remember during like pandemic, like they said all these things and half of them were true. And it was like, well, fucking. I was very angry about what was going on in Canada. I didn't like the way it was run during the pandemic. I was very pissed off. I didn't like it.
I think it was an attack on our freedom. We had curfew and this I'm not afraid. Some people like, oh, you shouldn't become a political. This is not right. This is about, I think it's about freedom. I was not happy about what the decision that were made. I think it was an attack on the freedom, and I think everybody should have had the decision of choosing the right to make the decision. Do I want to be vaccinated or not? But if you're not vaccinated, you're not allowed to do this. Like, man, you have no life. This was wrong. I don't agree with that decision. Yeah, it started to feel like privatized communism to me in a way. It's like, you know, it's like the bait of the government, but really it's like private entities doing it. And I wish I'd spoken up more. I think there were times for me, you know, I just felt like kind of scared, or I didn't feel brave, or I didn't know some things. They would have canceled you. But that's crazy. They could have canceled you. That's the thing. That's the thing about it. I mean, it depends. In Nashville, I don't know. Nashville, Tennessee, right? Yeah. They can't really cancel you that much there. Yeah, but in Canada, that was like, it's different. Like people don't understand, but it was different. We had a curfew. It was crazy. Like, man, I couldn't get out of the country. I had business to do. You know, my business is international. I had to travel, so I had no choice. I did it. But I think I was not agree with the decision. Yeah. And it's my right to say so. Right. But if I would have said it at the time, maybe they would have put down my Instagram, put down all my stuff. Quand j'entends des affaires de même, je vais vous dire une chose, OK? Je veux juste vous dire, parce que j'ai un énorme respect pour Georges Saint-Pierre. Puis, Vaughn est un gars que j'aime aussi beaucoup. Et lui-même va dire qu'il s'est retenu de dire des choses parce qu'il avait peur des conséquences. Georges Saint-Pierre le dit maintenant aujourd'hui, mais pendant, il ne le disait pas parce qu'il avait peur des conséquences. Et, tu sais, des fois, j'essaie de trouver... Qu'est-ce qu'on va laisser? Tu sais, toujours un peu qu'est-ce qu'on va laisser. Surtout, quand tu es plus jeune, tu te demandes qu'est-ce que tu vas laisser comme image. Quand tu es plus vieux, tu te demandes qu'est-ce que tes enfants vont se souvenir de toi. OK? Pour le reste, pour les autres alentours, dépasser la maison, dépasser la famille, we don't fucking care. Et à 30 ans, tu te fais dire ça, tu ne sais pas. Mais plus tard dans la vie, tu te rends compte que les choses qui importent le plus, c'est comment les gens que t'aimes, les gens qui sont proches de toi, que tu veux, qui t'aiment, qui te respectent, puis c'est ta famille, tes enfants. Et one of the best fighters in the world a dû se retenir, parce qu'aujourd'hui, il ne se retient plus, parce que c'est plus facile de le faire. Puis bravo de le faire, parce qu'il y en a même aujourd'hui qui n'ont quand même pas le courage de le faire, même 2 ans plus tard. Mais je veux juste dire, aux très peu de Québécois qui l'ont fait. Très peu de Québécois. Puis, moi, je l'ai fait sur une antenne. J'ai probablement, parce que j'ai été visé directement par les médias. J'étais directement visé par le politique. On a essayé de me canceller over and over, mais je sais que j'ai coûté à cette compagnie-là probablement en subvention du gouvernement pour dire les bonnes affaires, puis avoir les bonnes choses, puis licher les bottes du gouvernement. J'ai dû coûter à cette compagnie-là facilement, juste en subvention pendant la COVID, au-delà d'1 million de dollars. OK? Mais on s'entend qu'il était un peu fourré s'ils avaient décidé de me canceller eux-mêmes pendant la pandémie. Oui. C'était l'antenne au complet qui n'allait pas se relever parce que les auditeurs étaient carrément tous du bord de moi ou de Dom Moret. D'autres n'étaient pas capables de sentir ça. Le gars qui faisait le retour à la maison n'était pas capable. Il a eu peur. Il a eu la chienne. Non, oui, c'est ça. Lui, il s'est sauvé. OK? Donc, d'autres ont évité le sujet. Des Morning Man de Québec sur des stations concurrentes ont complètement évité le sujet. Ah, moi, c'est pas mon sujet. Non. Peur de perdre sa job. Faut le dire, là. Peur d'être cancellé. Peur. Si, mettons, tu as 50 millions dans ton compte de banque, moi, si, mettons, j'étais l'ami de Georges Saint-Pierre, OK? J'ai déjà rencontré Georges Saint-Pierre quelque part, mais je veux dire, je le connais pas. Mais j'ai déjà rencontré Georges Saint-Pierre, j'ai déjà salué Georges Saint-Pierre, mais je ne connais pas Georges Saint-Pierre. C'est quelqu'un, moi j'ai un de mes amis qui a rencontré
qui a rencontré le gars de Yellowstone, que tu me parlais hier, qui a fait un film qui a été un méga flop récemment. Kevin Costner? Kevin Costner. Oh oui, il l'a rencontré à la toilette. Ils ont pissé un à côté de l'autre, à 4 pouces de différence. Kevin Costner a un pénis brun. La moitié du pénis de Kevin Costner est bien brun. C'est un pénis très bizarre. Mais là, j'ai dit, tabarouette, c'est bien intime. Mais ils disent, on se connaît pas. OK, parfait. Mais ils ont juste pissé un à côté de l'autre. Oui. Je salue la personne. Je sais que peut-être quelqu'un de l'entourage écoute en ce moment parce que je sais qu'ils sont abonnés et qu'elle sait très bien de quoi je parle. Donc, tu es salué. Mais oui, Kevin Costner, il a un pénis brun. Et moitié blanc, moitié brun. Mhm. Comme s'il l'avait saucé dans sauce barbecue. Tu sais, en tout cas. Quand tu as beaucoup d'argent, si Georges était mon ami, quand tu as beaucoup d'argent, j'aurais dit, Georges, pourquoi tu te retiens? S'il y a quelqu'un qui peut utiliser son pouvoir et sa notoriété pour essayer de donner un coup de main aux Québécois, go! Anyway, tu es indépendant de fortune. Mais il ne l'a pas fait. Parce que il y avait un genre de... Il y avait quoi de très puissant au-dessus de nous. Il avait réussi à nous contrôler, à nous mettre à genoux. Et surtout, il avait réussi à convaincre les gens de jouer à la police et de commencer à vouloir démolir et canceller tous ceux qui n'avaient pas le bon discours. Ils ont réussi ça. Ils sont extraordinaires. Des fois, ce sont des sacrements d'incompétents. Là. Mais ce bout-là, ils l'ont réussi comme ça se peut pas. Ils ont mis la marde d'infamie aussi. Et ils ont mis la marde d'infamie. Beaucoup de monde qui se sont retenus de parler dans leur intimité, dans leur famille. Là, parce qu'ils ne voulaient pas se faire quasiment canceller par sa propre famille. C'était pas une belle période. Là. On peut s'en parler. Mais ça pour dire que je pense que tu sais, au moment où on le faisait, je savais que c'était très touché. On travaillait sur une ligne très fine et sur une glace qui était très, très mince. Mais quand j'écoute ça, je suis tellement fier des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient proches dans mon équipe, qui sont restés là. Il y en a qui sont partis. Hein? Oh. Il y en a qui sont partis. Là. Il y a des collaborateurs qui sont partis. Là. Par eux-mêmes. Il y en a d'autres qui se sont fait menacer que s'ils n'arrêtaient pas, ils allaient perdre leur job ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas être dans un show qui challengeait les mesures sanitaires. Mais qu'est-ce que je suis fier de ce qu'on a fait? Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Ça prenait parce que, contrairement à Georges Saint-Pierre, nous autres, on est zéro indépendant de fortune. Là. OK? On a besoin de travailler pour vivre. Là. Saint-Pierre, il vaut 30 millions. Il vaut 30 millions. C'est ce que j'ai trouvé sur... Je l'adore, là. Puis je suis content de son discours. Je suis pas en train d'en vouloir à Georges. Mais je vous montre comment c'était difficile de le faire. Georges, a fucking fighter. Un gars qui peut être partout dans le monde, chez des amis à Vegas, et qui s'est retenu pendant pour dire ce qu'il avait à dire. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé me donner de la marde, là. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de... Quand j'ai défendu le méga gym, là. On me dit, on sait bien, tu défends ton chum. Je n'ai jamais rencontré le gars du... Bon, je l'ai rencontré une fois au méga gym, vite de même à la réception, quand Denis était dans ses bureaux-là. Là. Quand le doc était là, le doc a déjà eu des bureaux. Là. Oui, il y a une clientèle. Puis Marino, c'était quelqu'un qui restait pas trop loin de chez nous, puis il est venu se présenter, mais je veux dire, je ne l'ai jamais eu en entrevue, en tout cas, je pense pas. Je ne l'ai jamais eu en entrevue de souvenir. Si je l'ai eu, j'ai peut-être eu une fois, puis j'ai aucun souvenir de ça. Mais je me faisais dire, pourquoi tu défends ton chum? C'est un tout croche, c'est un ci, c'est un ça. Il est mort aujourd'hui. J'ai dit, je défends pas le gars, je défends pas rien. J'essaie de vous faire comprendre qu'on est dans une pure folie. Et les gens en question qui m'ont appelé me disent, Chris, les commerces vont être fermés, ça va être à cause de toi.
OK? Mais je peux juste vous dire que 8 mois plus tard, ces gens-là m'appelaient pour savoir quelle personne peut modifier mon statut de testing positif pour que je puisse prendre l'avion. Arrête. OK? Comment tripoter à patente, là? Je suis pas en train de juger, là. Non, je comprends. Je vous dis juste Mais comment 6 c'était. mois avant, il disait que c'est à cause de toi si la COVID se propage. J'ai des amis. J'ai des amis pendant la COVID. J'ai joué une game de golf avec des amis et il y en avait 2 là-dedans qui étaient... Là, on parle de... Au début de la COVID, est-ce que vous vous souvenez qu'au début de la COVID, le printemps COVID est arrivé très de bonne heure? Est-ce que vous vous souvenez qu'on a joué au golf, je pense... est-ce que c'est 2020 ou 2021? Ça se peut que ce soit 2021. Mais je pense que 2021, on a joué au golf aux alentours du 10 avril. Et la première game de golf, je ne suis pas au courant, là. Je pense que c'est 2021. Et la première game de golf, je joue avec des vieux chums, là. Et il y en a 2 qui me font la baboune, là. Puis il y a un moment donné qui s'ouvre un peu plus tard en marchant dans le fairway, là. Ouais, donc, pour vous montrer comment c'est fucking crazy. Mais malgré ça, malgré la pression d'avoir des histoires à l'intérieur de la famille propre, avoir des histoires d'amis, d'avoir des patentes à job, de perdre sa job, d'être cancellé, de se faire viser. Moi, j'ai des amis qui m'ont écrit de la merde pour vrai, là. Des astis de messenger de merde, là. Et j'ai dit, ah ouais, parfait. OK, goodbye. On n'est pas des vrais amis. On n'est pas... On pensait qu'on était des amis, mais on n'est pas des vrais amis. Si on n'est pas capable de disagree, si on n'est pas capable de voir les choses de la même manière, puis tu n'acceptes pas comment moi je les vois, moi j'accepte. J'essaie de vous réveiller, mais j'accepte que vous ne soyez pas comme moi. Mais eux n'acceptaient pas qu'on ne soit pas comme eux autres. Donc, ils nous ont cancellés. On pouvait tout perdre, là. Et on a fighté pareil. On a fighté pareil. Donc, quand j'entendais cette vidéo-là de Georges Saint-Pierre, pour qui j'ai un énorme respect, un fucking... Moi, je me rappelle d'avoir été à Times Square et de voir une annonce de Georges Saint-Pierre. Et j'étais... Tu sais, des fois, on a honte d'être Québécois quand on regarde nos routes, on regarde notre système d'hôpital, on regarde nos écoles... que la minute qu'il y a une journée à 30 degrés vienne à bouillir à 40 Celsius, mais que le bureau de la secrétaire et de la directrice et la salle des profs est climatisée, mais que les classes sont à 40 Celsius. Quand je lis des affaires de même, parce que je l'ai lu un matin, qu'il y a des écoles que les pompiers avaient empêché la direction et les profs d'ouvrir les portes bord en bord de l'école pour faire un courant d'air, pour que l'air circule pour des raisons de sécurité ou de feu ou de je sais pas trop quoi, là. Et que ces classes-là sont montées, vu qu'il n'y avait pas de circulation d'air, à 40 Celsius. Ça n'a pas de sens. Et que c'est à Saint-Hyacinthe, l'histoire que j'ai vue ce matin dans le Journal de Montréal. Et la prof en question nous dit que dans sa classe, où il y avait très peu de circulation d'air, il y avait 40 degrés Celsius au mercure. Mais il y avait de la climatisation dans le bureau du secrétariat, dans le bureau de la directrice et dans la salle des profs. C'est la société dans laquelle on est. OK? Donc, je ne suis pas toujours fier. Mais quand j'étais à Times Square puis j'ai vu la grosse affiche de Georges Saint-Pierre, j'étais fucking fier d'être Québécois puis d'être avec Georges. Même si je ne suis pas un maniaque de UFC. OK? J'étais fucking fier de lui. Et je suis autant fier de lui. Un gars qui s'en va dans un podcast qui parle un anglais de marde. Il a honte de rien. Il a peur de rien. Mais pendant la COVID, il a eu peur d'exprimer ce qu'il voulait dire. Comme des millions de Québécois, peut-être 1 million. Il y en a pas mal de 700-800 000 qui ont compris à partir de 2022 qu'il fallait qu'ils parlent. Mais il n'y en a pas bien. Rappelez-vous en juillet 2020, alors que tout allait bien et que le Canadien était en train de jouer au hockey. Rappelez-vous si on est... c'est ça, hein? C'est-tu juillet? Est-ce que c'est juillet qu'on a commencé? Je suis tout mêlé. Les masques, c'est juillet 2020. Ça, c'est sûr. C'est les masques, c'est juillet 2020. Oui. Mais rappelez-vous, là, ben, quand je vois ça, là, puis moi, j'ai pas les 30 millions dans le compte de banque que Georges a, là,
Ben, je pense que c'est ça que mes filles vont retenir. Méga chouette, parti, gone, bye. Malgré toutes les conséquences possibles, malgré d'être cancellé à vie, démoli pour le reste de l'éternité, faire caller de has-been par tous les haters du monde, eh bien, Chris, j'ai gardé mes valeurs, j'ai resté qui je suis. Et probablement, c'est ce que... Je pense que mes filles ont un bout de ça dans d'elles. Ils ont beaucoup de leur mère, mais je pense qu'ils ont un bout de leur père là-dedans. Le mère est pareil, pour ça. T'es courageux de nature. Je pense que oui. Et je veux juste vous dire une affaire avant de finir. Ouais, mais j'ai pas de mérite. Non, mais te sens dans de toi. J'ai pas de mérite. J'ai un vieux chum. Je veux le saluer, Steph Bilodeau, qui a commencé à m'écrire. J'ai été élevé avec Steph et son frère Louis. On était voisins quasiment. Puis Steph, c'est le père de Émile Bilodeau. Émile Bilodeau. OK, donc le chanteur. Et Steph, c'est un gars complètement différent de moi. Là. Il me dit, gars, moi, je suis pro-Mélenchon. Donc, c'est un... Oui. il est pas... Et il écoute Radio Pirate et il aime entendre des affaires qui ne ressemblent pas pantoute. Mélenchon, c'est GND Fois exposant 10. Fois 10, Ah, exact. Ouais. Ça, c'est... Il dit, moi, je suis pro-Mélenchon. Et Steph, depuis quelques jours, me dit, Chris, il dit, au Québec, il dit, comment ça que le monde n'est pas capable de prendre, tu sais, d'être capable de fighter entre eux autres sur des idées, des discussions, des patins. Ils ont dit, oh, non, ben, chachoche, je dois le faire. Parce qu'il écoute des débats en France. Mais oui, exact. Et aussi parce qu'il était au Saguenay cette semaine, il allait aider sa mère à fermer son terrain pour de l'été, puis la piscine, puis quelle affaire, là. Parce que j'avais pas le temps l'automne, donc je suis allé donner un coup de main pour être sûr qu'elle ne soit pas dans la merde à l'automne. Et il est descendu. Puis il dit, quand on est au Saguenay, tout le monde parle de tout. Puis personne n'a peur du clash des idées. Il dit, ça vient de chez nous, cette affaire-là. Donc, oui, ça vient de chez nous. Donc, c'est pas dans mon ADN, c'est pas, j'ai pas de mérite. J'ai juste que je pense que je viens juste d'une place où ce que le monde n'a pas peur de rien. Aujourd'hui, ça peut être changé un peu parce qu'ils ont été influencés par LCN, RDI, etc., comme partout ailleurs. Mais à chaque fois qu'on parle avec des pirates du Saguenay et des pirates du Lac-Saint-Jean, il y a encore ce bout-là qui ressemble à ce que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'étais un jeune adulte. J'ai encore ce bout-là. Et je pense que ça vient de mes racines. Je pense que ça vient de ma famille. Je pense que ça vient de mes oncles. Je pense que ça vient de mon père. Je pense que ça vient de la place où j'ai été élevé. Mais que je suis fier. Puis souvent, tu sais, des fois, on finit une journée de podcast, puis ouais, j'étais pas dedans aujourd'hui. Puis je me sens que j'avais de la misère à vouloir communiquer. Tu sais, des fois, on est dur envers soi-même. Quand j'ai entendu ça, là, ça m'a donné une tonne d'énergie. Je me suis dit, Chris, on n'est pas pire. En pleine tempête. C'est facile à dire aujourd'hui. C'est plus facile. Je dis pas que c'est... Il y a beaucoup de gens qui se retiennent de le dire pareil, là. Mais au moins, lui, il le dit. Mais je veux dire, imaginez-vous en juillet 2020. Moi, j'ai commencé à questionner en mai 2020. J'ai commencé à trouver qu'il y avait des affaires bizarres en mai 2020 parce qu'on nous avait parlé de quelques semaines. Et là, on commençait à vouloir partir sur une ride là, parce qu'il avait l'air à trouver ça bien le fun. Donc, content des pirates aussi. Parce que beaucoup nous ont laissé tomber. Mais si je prends le avant et le après COVID, on est beaucoup plus de pirates qu'on était. Donc, on a perdu beaucoup, qui nous ont abandonnés par nos positions sur la COVID, mais on a gagné énormément. Puis c'est ça qui fait chier. C'est pas le drapeau qui fait chier le monde qui nous déteste sur les réseaux sociaux. C'est pas le drapeau. Quand ils nous nomment, c'est pas le nom et le drapeau. Ce qui les écœure, c'est votre courage. Voilà. C'est ça qui les écœure. Eh bien, voilà pour la poubelle version Radio Pirate Live. On a plus de poubelles encore sur le Prime. Tantôt, la boîte à Jerry et Joe Hamel is back. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Ouais, dans la vidéo d'hier, on a fait une petite gaffe, Mr. White. Ah. T'as mis ton gilet avec le logo Radio Pirate, c'était fait là. Ben, je sais.
C'est un échantillon. Donc, c'est un échantillon. J'en ai un autre un matin, c'est le même. Mais j'en ai plusieurs, donc j'essaie de le porter. Je sais que tu prends des bouts de vidéo, je me dis, bon, je vais mettre mon chandail de Radio Pirate. Mais garde, on va venir avec les chandails, OK? Mais là, commençons par les casquettes, donc soyez stand-by. Là, c'est sûr que j'ai été porter les casquettes à l'endroit où ils vont être disponibles à compter de lundi. C'est déjà fait, je les ai fait hier. Et là, plein de monde me demande, j'ai besoin d'un 10 casquettes là, j'en veux 2, j'en veux 5, mais là, j'en ai plus. Donc, j'en avais 125, ils vont être à un endroit. Puis si ça part vite, écoute, on va voir avec mon chum Pat si on fait pas faire une coupe de boîte encore pour savoir. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai créé. C'est un test que je fais. OK, on verra. Donc, boursicotage, les gens adorent le boursicotage. On est mercredi, c'est bon signe. Qu'est-ce qu'il y a dans le boursicotage cette semaine, mon ami Jerry? Tu sais, le bonhomme Buffett, là, Warren Buffett, lui, il s'en cache pas. Quand il investit de l'argent, le boss de la compagnie, il y a toute une équipe qui travaille pour lui, mais le boss de la compagnie, pour lui, ça a de l'importance. Le CEO, là, le grand boss, il faut qu'il ait confiance au gars, pis ci, pis ça. Ce qu'on appelle regarder les valeurs. Voilà. Succession? Oui. Exact. Que tu es en train de réécouter, d'ailleurs. Oh, j'irai. Faire partie ça. Hein, pour écouter 2 fois la même série, il faut l'avoir aimé. Là. Mais c'est très bon. Moi, j'adore quelqu'un qui regarde les valeurs. Tu sais, le gars de NVIDIA, là. Hey, en passant, le crash la semaine passée, il y a des joueurs. Tu sais, quand on vous a dit, on n'ayait pas peur d'acheter le dip, ils ne vendaient pas. Là. Ceux qui ont acheté le dip, là, entre autres sur NVIDIA, depuis une semaine, ils ont fait 28 %. Là. NVIDIA n'est pas descendu à 104 103, 104? Donc, lors du crash? Oui. OK. Puis là, on est à 116, 117, ou je ne sais pas trop dans ce coin. OK, je ne sais pas, parce que ce que j'ai vu hier, quelqu'un mettait le tableau de ceux qui ont gagné depuis le fameux... c'est un lundi que c'est arrivé, c'est ça? C'est lundi. La fait, c'est qu'il y a sur 2 étapes. Il y a eu le vendredi qui a eu un coup de batte de baseball, puis le lundi, 3 coups de batte de baseball. Ouais, c'est ça. Ça a été fait sur un genre de 2 jours. Mais Apple a fait un comeback. Là. C'est Apple... Tu pouvais acheter ça pour... tu sais, il est passé de 2,30 à 2,7. 207. Là, il est à 221. Après ça, Meta. Meta, moi, je l'ai... on ne fait pas de recommandation d'achat. Mais c'est en jasant avec quelqu'un. Tu sais, Meta, il est passé de 540 pièces à 490 pièces dans le dip. Là, il était à quoi? 530? Ou 500, dans ce coin-là. C'est un genre de plus 7, plus 8, plus 9. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps. Mais regarde ce que j'ai comme chiffre, là. NVIDIA a fait 28 % depuis le crash de la semaine passée. Bitcoin a fait 24. Meta a fait 18. Nikkei 225 a fait plus 16. Tesla a fait plus 14. Apple a fait 13. Amazon a fait 12. Netflix a fait plus 10 %. Le Nasdaq a fait 9 %, Microsoft a fait 7 %, le SP500 a fait 6 et Google a fait 6 %. C'est ça. Parce que la drop, en fait, c'est qu'il y a eu la drop majeure dans l'intraday. Intraday dans le sens que c'est la journée où ça n'a pas closé dans le bas. Parce qu'on voit que ça a descendu dans le bas, mais ça a remonté un peu dans la journée. Oui, exact. Mais je veux dire, quelqu'un qui pognait dans le bas va voir ces résultats-là. Là. C'est sûr qu'il faut avoir la main sur le... ça, l'affaire, c'est que quand ça tombe comme une roche... Puis quand ça tombe, on est plus peureux un peu. Après, tu as le doigt sur le piton, ça tombe comme une roche. Là, tu dis, paye sur le piton. Mets-les ton 10 000. Oui. C'est pas pareil. Là. C'est énervant. Là. Surtout que le vendredi d'avant, tu t'as perdu un genre de 5. Puis là, tu dis, j'embarque-tu? Là, tu dis, hey, c'est le Black Monday. Et là, on va se faire laver toute la gang. Oui. C'est plate, mettre 10 000. Oui, c'est ça l'histoire. Parce que buy the dip, tu sais jamais quand est-ce que c'est la fin du... Oui. Faut que tu arrives au buy the dip. C'est-tu le vrai dip ou il y a un autre dip à venir? C'est ça. Parle-en au monde. C'est-tu 2022? Des buy de dip, c'est toutes les semaines. Oui. À un moment donné, c'est buy de dip, buy de dip, buy de dip. Alors là, moi, j'ai embarqué dedans. Là, OK. Mais je veux dire, j'ai fait un beau tour. Là. Dans les grosses technos, je t'en ai parlé de mon fonds de grosses technos américaines. Ceux qui ont provoqué la COVID se sont mis très, très riches. Ben oui. C'est sûr. Non, mais on pense à ça, là. Est-ce qu'on a vu, là, est-ce que je rêve, mais le Dow Jones était descendu à 10 000 points? Oui, ça se peut bien. Hein?
9000. C'est-tu 9000? Pas le même. On s'entend-tu que ceux qui savaient ont acheté, là? Mais quand il arrive des... Puis c'est drôle que tu nous glissé un mot, justement. Quand il arrive des crashs de même, les riches s'enrichissent. J'en ai parlé la semaine passée. Voilà. Mais les pauvres s'appauvrissent. Voilà. C'est aussi simple que ça, là. Ça a été mon premier podcast de la semaine, du retour des vacances. Parce que quand tu as de l'argent, OK, tu peux... T'es dans le cage à homard. On fait ça simple. T'es dans une cage à homard. T'en rachètes, puis ça redescend, t'en rachètes. Un peu comme quelqu'un qui embarque sur le blackjack. Il embarque sur le blackjack, il met 10 piastres. Il perd son 10. Quand il rembarque sa prochaine mise, il ne met pas 10, il met 20. Il perd son 20. Quand il rembarque sur sa mise, il met 40. À un moment donné, quand il va le pogner, il va prendre son argent. Pas ce qu'on comprend? Oui. Mais le pauvrasse qui est assis debout en arrière. Peu pour lui. Ben non, parce que lui, il a 100 piastres dans ses poches. C'est ça. Lui, il est fourré. Parce qu'à un moment donné, perd. C'est terminé, tu n'as plus d'argent. Ben, il y avait 2 messages à mon affaire. Si t'es pauvre, vends pas. Si t'es riche, achète. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, hier, Jeff, là, il s'est passé quelque chose de capoté. Mais j'en reviens à Warren Buffett. L'esprit du buveur de coke. L'esprit du buveur de coke, c'est quoi? C'est que... là, il y a du monde qui me dit pourquoi tu dis toujours ça, le buveur de coke et le mangeur de cornet? Parce que c'est vrai. Il a mis beaucoup d'argent dans Coke et beaucoup d'argent dans Dairy Queen. Voilà, Dairy Queen, ça y appartient. Exact. Et quand vous achetez un gâteau à crème glacée, là, c'est Berkshire Hathaway. Mais l'affaire, c'est que c'est toujours drôle, c'est quand il y a la réunion annuelle, le bonhomme a toujours une canne de coke rouge et il mange toujours un cornet. C'est juste comme un genre de running gag. Là. Mais la personne qui dirige la compagnie, ça a de l'importance pour Buffett, mais hier, on l'a vu que ça avait de l'importance pour beaucoup d'autres mondes. Starbucks. Hier, Starbucks, là, il ronronnait d'un bas fond. On s'est entendu, là. 75, 77, 80 piastres. Mais d'abord, explique-moi l'histoire de... Tu sais, moi, j'ai l'impression, comme personne qui est souvent aux États, que Starbucks est une compagnie très en santé. Il ouvre des affaires partout. Il y a du monde en char qui font la queue leu pour acheter des... c'est l'enfer. OK, moi, chez nous, là, à l'intérieur de 1 kilomètre de ma maison, j'ai 3 Starbucks neufs. Ils sont un quasiment à côté de l'autre. Et ça fait la queue le matin jusqu'à 2 heures l'après-midi en char pour aller s'acheter des cafés à 7 piastres. Oui. Donc là, tu me dis... Mais quand tu arrives avec les résultats officieux... C'est-à-dire, à l'œil, tu sais, il y a du monde. Puis la face, c'est que toi, tu es là à 4 heures de l'après-midi pour acheter un café glacé. Mais là, tu te dis, mais tu es là toi-même. Parce qu'on va, mais si tu y vas à 7 heures du soir, il n'y a pas un chat, tu sens que. Mais là, tu dis, je peux pas le voir, je suis pas là. Ben non. Toi, tu n'es pas là, mais les autres sont pas là non plus. Tu sais, mais il y a une drop pour vrai. Starbucks, il y a une drop pour vrai parce que c'est presque 2% le premier trimestre de 2024 de drop. 1,89 que. Bon. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que les gens trouvent que c'est rendu trop cher? Voilà. C'est quoi l'histoire? Inflation. Okay. Oui, dans le sens que inflation, le monde a moins de sous, et le monde a moins de sous vont chez Starbucks, mais ils vont moins souvent. Ou ils prennent des cafés McDo plus souvent. Ou ils prennent exactement ça. Et là, ils se sont aperçus aussi sur l'application Starbucks, parce que tu sais, le monde, ils commandent avec leur application, beaucoup de commandes pas complétées. Tu sais, dans le sens que tu vas sur l'app, tu prends le café avec la crème fouettée puis le chocolat. C'est bon qu'ils voient ça, hein? Oh, ils voient tout ça. Wow! Et là, l'affaire, c'est que... Mettons, t'es une gang, là. On est 4, là. On se commande un Starbucks. Moi, je prends mon téléphone. Boum, 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 boum. 69 piastres. Ouais, on laisse ça faire. Mais là, ça dort dans le panier. Oui. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait une hausse, très grosse hausse, sur les applications de paniers pas complétés. Ça, les analystes, ça les a énervés. Mais ils font quoi? Dans un contexte d'inflation où les salaires sont rendus... Tu sais, chez Starbucks, je les ai vus, là. Tu sais, j'ai été à Burlington, je l'ai dit, j'étais à Burlington, j'ai vu des restaurants demander des laveurs de vaisselle. Il y a une pancarte dehors, là. 22, 23 piastres de l'heure. OK?
Donc, si tu as des employés à 25-26$ de l'heure, ça va faire des cafés, des patentes, des cafés glacés. Ultimement, comment tu fais pour baisser tes prix et essayer d'être comment tu fais? T'es fourré? Ça c'est la question qu'il faut poser à M. Nicole. Le nouveau boss. Le nouveau. Parce que là, parce que Starbucks avait un CEO iconique avant ça. OK? Un des fondateurs, en fin de compte. Le bonhomme est parti et lui qui a pris sa place, c'est M. Laxman Narasimhan. Mais lui, il vient de faire 17 mois, M. Narasimhan. Et là, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on en déduit. C'est qu'il y a eu des investisseurs activistes, ceux qui ont pris des grosses participations dans Starbucks, pour tasser M. Laxman Narasimhan et d'aller chercher le Kingpin, Nicole, le gars de Chipotle. Parce que Nicole, c'est un gars qui a été formé chez Procter & Gamble. C'est un gars qui a été chez Pizza Hut, chez Taco Bell. Puis c'est le gars qui a, autrement dit, c'est lui qui a parti. C'est pas juste lui, mais je veux dire, il a réussi à mettre Chipotle sur la lune. Pour se comprendre, par exemple, c'est le gars, là, lui, il est chez Chipotle depuis 2018. Et ses résultats sont inimaginables. Et c'est pas fini. Quelqu'un me dit que Chipotle s'attend à des augmentations de vente de 25% dans la prochaine année. Parce qu'il ouvre partout. Il ouvre partout et aussi, qu'est-ce qu'ils vendent Chipotle? De la bouffe que les Latinos aiment aussi. Parce que tu as une clientèle latino qui aime ce genre de bouffe-là. On s'entend-tu, là? Ça aide aussi. C'est un tout. Mais pour Starbucks, là, il y a eu aussi l'histoire de la Chine. China. Pensez à ça 2 secondes, OK? En 2022, Starbucks avait un peu moins que 6000 restaurants en Chine. Juste l'année 2022 jusqu'à 2023, OK? Ils ont mis 800 restaurants de plus. Ils ont payé sur le gaz en tabarouette en Chine. Puis le problème, c'est que ces restaurants-là en Chine, c'est pas des franchisés. Ça appartient à Starbucks Corporation. Ouais. Et il y a beaucoup de comptoirs déficitaires, il y a beaucoup de restaurants pas payés. La face, c'est qu'en Chine, il y a l'autre Starbucks. La copie, Luckin Coffee, qui est la compagnie chinoise qui vend des swirls et des patentes avec de la mousse. Là. Ils en vendent d'autres aussi. Fait que la compétition est très forte en Chine. Ils ont ouvert beaucoup, beaucoup de restaurants. Et on ne dit pas que c'est désastreux, mais c'est... Les investisseurs très pesants, eux autres, ils veulent avoir une croissance. Ils n'aiment pas ça, un pas de côté. On l'a vu. C'est pas compliqué. Starbucks a mis un genre de pas de côté et c'est des investisseurs activistes qui ont sorti Laxman. Et ils ont mis l'autre gars. Et juste sur cette nouvelle-là, c'est capoté pareil, juste sur cette nouvelle-là, le stock en bourse a pris 24%. Wow! Non, c'est inimaginable. Hey, Jeff, il y a eu 155 millions de volumes dans la journée. Voyons donc, non, 24%, c'est une nomination. Je comprends que le gars est bon, là. Oui, et est-ce que Chipotle a perdu, lui? J'ai pas checké. OK. Parce que Chipotle perd une star pareille, là. Ben oui. T'sais, Chipotle était, comme tu dis, moi, je suis allé manger encore la semaine passée. C'est la compagnie qui est une fusée, je vois le vert. Donc, qu'est-ce qu'eux autres ont eu? Si un gagne, l'autre perd. Peut-être qu'il y a une relève pas pire, mais habituellement, il y a comme un... Le yin et le yang, comme on dit. Mais je vais te trouver. Wow, 24%! Non, c'est énorme. Bon, la question présentement, est-ce que, je comprends que c'est 24% over, mais est-ce que c'est le temps, mettons, de mettre une patte dans Starbucks? Si on regarde le graphique, non. C'est dans le sens que, je parle juste du graphique. Surtout après un gain de 24. Il y a un gain de 24, sauf que ça... comment dire, dans l'imaginaire, ça met du positif. Donc, autrement dit, même les nouvelles un peu négatives qui vont arriver dans l'avenir, dans les prochains mois, mettons, il y a une petite nouvelle négative, un prochain trimestre. Qu'un grain de sel, ils vont dire, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est l'autre gars avant. Bon, Donc, il y a comme un break. Et
Puis s'il y a des petites nouvelles intéressantes, positives, ben ils vont... C'est ça, c'est l'effet, là. Ça va être très valorisé. Donc, moi, j'aurais pas peur de mettre de l'argent dans Starbucks là, du tout. J'aurais zéro peur, mais c'est sûr qu'avec une hausse de 24 %, c'est tout un boom, là. C'est rare qu'on voit ça juste sur la nomination d'une personne. C'est tout à fait incroyable. Eh bien, voilà pour la version de Radio Pirate Live du boursicotage. Plein de maniaques de boursicotage de Jerry. Ben oui, le stock taponne, Jerry. Et plein de maniaques. Les pirates, les membres vont en avoir encore une demi-heure de plus, facile si c'est pas plus, aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus de boursicotage, allez vous inscrire sur Radio Pirate Prime. Prochain podcast pour le live, prochain bout pour le live, le retour de Joe Hamel. Radio Pirate. RadioPirate.com. 100% Jeff Filion. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Le retour de Joe Hamel sur la version de Radio Pirate Live, la version gratuite. Et on fait un long podcast avec Joe sur la version Prime. OK, on est quasiment 1 heure à jaser, donc comprenez qu'on ne peut pas vous donner 1 heure parce que là, on s'est comme échappé. Mais on va vous donner un des meilleurs bouts de la discussion qu'on a eue il y a quelques minutes avec Joe Hamel, ici sur Radio Pirate Live. Si on continue dans cette tendance-là, mettons, Trudeau est réélu majoritaire en 2025, le Canada qu'on a connu est terminé, là. C'est déjà pas mal le cas, là, mais il y a quand même un certain espoir avec un certain retour à la normale. Je pense que le marché pourrait commencer à pricer une administration Poilievre avec une super majorité aux communes, là. Ça, c'est quelque chose qui arriverait peut-être dès l'automne 2025. Ça veut dire déréglementation au niveau des projets au niveau des ressources naturelles, l'ouverture de... Il y a beaucoup de red tape entre les provinces, donc il y a une certaine croissance économique organique qui est retenue par le red tape gouvernemental. Puis je pense que ça va, je te dirais, ruisseler dans les provinces avec un leadership fédéral. Regarde comme à toute la folie green, ça le parti de Trudeau, puis c'est allé partout, ça là. Toutes les provinces veulent s'abreuver à ça. Fait que ça a fait beaucoup de malinvestment, ça a fait les lions de ce monde, etc. Alors que, tu sais, un espèce de retour à la normale, un espèce de retour, aux sources de l'économie canadienne. L'économie canadienne, c'est les ressources, guys. Au Québec, là, moi, je me tue à répéter ça, là. Le premier point de production de richesse dans le PIB, c'est les avions puis les moteurs d'avion, parce qu'en termes de dollars, c'est le plus important. Là, c'est Bombardier puis Pratt & Whitney. Ouais. Le deuxième, c'est la foresterie. Okay? La foresterie, c'est l'Abitibi, la Côte-Nord puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le troisième, c'est les mines. Ouais, ben, toutes les niaiseries de AI, là, puis vos cochonneries de tech à Montréal, là, c'est des fucking peanuts dans l'économie. Là. Ben oui, c'est sûr. Il y a un trou en Abitibi, là, il y a un trou dentaire en Abitibi, à l'ouest de Lebel-sur-Quivillon, qui vient de se vendre 2 milliards. Oui. Okay? Il vient de se vendre 2 milliards, puis la mine n'est même pas encore construite. Okay? Fait que ça, là, il faut à un moment donné revenir à la base que le Québec puis le Canada, c'est une économie de ressources. C'est le temps qu'on sorte les ressources de la terre puis qu'on bâtisse la valeur autour de ça. Et d'ailleurs, le bois est attaqué encore. Tu as vu toute l'histoire avec le caribou de je sais pas trop quoi. Le caribou de Val-d'Or. Je t'avais parlé de ça. Oui, exact. Regarde, ils ne lâcheront pas, les sacrements. Mais la nouvelle de cette transaction-là, je l'ai vue nulle part, sauf sur Monique, tu t'as mis quelque chose. Là, moi, j'ai décidé, Jeff, à partir du Q3 là, et peut-être même Q4. Là, je commence à mettre la marde sur LinkedIn. Là. D'ailleurs, c'est mon consensus. J'ai même parlé du monde aussi similaire en fin de semaine au tennis, avec des banquiers. Parce qu'habituellement, LinkedIn, c'est clean puis il n'y a pas d'opinion. Oui, non, mais écoute, je vais quand même y aller un petit peu plus easy, mais je vais quand même passer des messages. C'est le temps, parce que je sens que le terreau est fertile maintenant pour ramener ça. Je vois comment Poilievre a un petit peu de traction.
Puis d'ailleurs, c'était un peu mon rant sur LinkedIn cette semaine de voir, moi, je reçois la nouvelle dans la nuit, je pense que c'était Bloomberg, parce que Goldfield, c'est une Sud-Africaine. Alors, passant avant, c'était nous autres qui achetaient les compagnies d'un pays émergent, là, c'était pas l'inverse. Donc, Goldfield, quand même une minière quand même assez majeure, qui achète Cisco. Le deal, c'est sur Bloomberg. Je me lève le matin, écoute, je m'empresse, je vais sur la presse affaires, je vais sur... Il n'y a aucune nouvelle là-dessus, là, de voir. C'est arrivé très tard dans la journée. Je pense qu'ils en ont parlé à Économie, mais bref. Puis l'angle que Québécois donnait, c'est évidemment, c'est un étranger qui achète un projet ici. Oui. Ça a nullement été présenté comme un succès. En passant, à Cisco, là, ils ont levé 2 mines. Ils ont levé Canadian Malartic, qui a déjà été vendu une première fois. Ben oui. C'était Yamana puis Agnico Eagle. Tu te rappelles, ça a monté à quelques 20$ dans le temps. Ils ont tassé une ville faire une mine. Ils ont déménagé une ville, OK? Oui. Ça l'a créé, je pense qu'ils ont sorti pas loin de 20 millions d'onces de tout ça. Ils ont vendu ça une fois. Puis avec les recettes de ce qu'ils ont vendu, non seulement ils ont vendu, mais ils ont gardé 6%, je pense, de royauté sur tout ce qui sort de la mine. Fait qu'ils ont créé une compagnie de royauté. Puis par après, ils ont créé d'autres compagnies, dont Cisco Développement, il y a Cisco Mining qui fait Windfall et un autre projet en Gaspésie. C'est elle qui vient d'être revendue. Fait que c'est comme en tech, des fois, tu vois un founder qui vend une compagnie, qui en start une nouvelle, puis qui réexite encore. Mais c'est incroyable, ça, là. Je veux dire, ça arrive en Abitibi, ça arrive dans le nord du Québec, puis ça crée des milliards de dollars de retombées pour le Québec. C'est incroyable que personne parle de ça. C'est comme si c'était un fucking dépanneur qui vient de se faire vendre à Val-d'Or. Oui, effectivement. Mais ça, on le dit depuis tout le temps. Même les libéraux n'étaient pas dans le champ avec l'histoire du plan Nord. Là. Donc, c'est. Puis Jerry nous parlait, tu en parles tout le temps. Le Québec, c'est une place de ressources. Voilà. Pourquoi? On dirait, c'est drôle le feeling que ça donne. Là. On dirait qu'il y a un miroir, mais on ne veut pas se regarder dedans. Oui. Alors, on a comme honte de ça. C'est quoi l'histoire? Il y a eu des mauvaises décisions. Je pense que l'orientation générale du plan Nord de dire tournons-nous vers le Nord, exploitons nos ressources, elle est bonne. Mais il y a eu quand même des calls, des bêtes directionnelles, puis de l'investissement directement de fonds publics dans des projets qui étaient. Que si ça avait été seulement le privé, ça n'aurait probablement pas eu lieu. Tu sais, par exemple, Stornoway. Marché de marde. Le diamant, c'est un réel marché de marde. Moi, je suis dans le mining, là. Je veux dire, les diamants, ça vaut... Vous avez un gros diamant que vous avez eu à votre mariage, là, qui a été payé 25 000. Ça vaut fucking rien. Ben, ça vaut pas rien, mais ça vaut pas 25 000. Mais il n'y a pas un nouveau produit, là. Il n'y a pas un nouveau produit qui prennent et qui est pareil. Ils font en laboratoire, les diamants. Il y a des diamants synthétiques, mais le monde se marie plus, il se donne plus de diamans. Il y a pratiquement juste les rappers qui ont ça sur leur monde puis leur c'est un marché, il n'y a pas de marché spot. Si tu as de l'or, c'est, on dit good as gold. Il y a une raison pour ça. Tu ramasses, ton grand-père te donne une Rolex 18 carats, ben, tu peux la faire fondre puis te faire un collier si tu veux. Là. Je veux dire, l'or, c'est un marché spot incroyable, puis l'or garde sa valeur ou même s'apprécie. Contrairement. Donc, mon point, c'est on aurait dû focusser sur les projets de cuivre, d'or. Puis regarde, il y a eu Stornoway, il y a eu Nemaska Lithium qui est un scandale parce qu'il y a eu une certaine vague du lithium, parce qu'il y a eu plusieurs vagues. La première vague, elle a décollé, il y a des investisseurs qui ont rentré. Le gouvernement vient rentrer un petit peu pour assister, etc. Bref, il y avait une histoire. Je pense que c'est mid-2010. Il arrive de quoi? Estimation trop élevée pour la production. Puis quand tu entends parler dans le mining, là, ça, c'est une des lois de Pierre Lassonde, là, une légende du mining au Québec. Mais oui. Quand tu entends parler de nouvelles technologies, là, tu vends ce fucking stock-là rapidement. Dès que tu entends parler de nouvelles technologies, puis c'était le cas avec Nemaska, tu sais, on va traiter ça dans une usine à Shawinigan. Finalement, étude de faisabilité, genre, c'était 400-500 millions de plus que prévu. Bang, le stock s'effondre. Le plus scandaleux là-dedans, c'est que les actionnaires ont été wipés. Là. Les investisseurs, les épargnants ont été wipés. Investissement Québec a racheté ça qu'un fonds genre de Londres qui a flippé sa position à profit genre 4 mois plus tard. Puis là, genre, finalement, le projet est rendu privé, mais est lancé pareil. Fait que ça, Stornoway, plein d'argent qui ont donné de mauvaises réputations à l'industrie, alors que l'industrie crée réellement de la valeur au Québec avec des projets qui sont soutenables comme l'or, le cuivre puis le fer. Comme Champion Iron, Minerai de fer Québec. Ça, il faut le donner. Je pense que l'investissement puis la caisse, ils ont bien... c'était un bon investissement. Quand ils font bien, il faut le dire. Mais pour le reste, là, get out of here, là, puis laissez le marché développer, puis enlever le red tape
dans l'industrie pour faciliter le développement. Dans tout le territoire, là, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'or, d'après toi, au Québec? Je comprends qu'il faut fouiller, il faut faire des... Ben non, écoute, Jeff, c'est inimaginable. Regarde, je te dis, regarde, la Canadienne Malartic, ça, c'est autour de Malartic, là. En 2026, ça va faire 100 ans qu'on mine là. Ça a commencé avec une mine des années 20. Ils ont miné, à un moment donné, le prix de l'or baisse, whatever, le contexte économique, ils arrêtent de miner. Il y a eu quelques projets, je pense, dans les années 40, 50, 60, whatever. Après, tu as le projet de Cisco au début mais personne ne croyait ça au début des années 2000, là, qu'il allait relancer une mine, qu'il allait déménager la ville. Bref, ils minent le pit au complet, puis là, ils font quoi? Ils font une rampe, puis un shaft pour aller en dessous de la mine, puis ils vont ressortir un autre 10 millions d'onces. Wow. Il y a des endroits en Afrique du Sud, ça fait 150 ans que ça mine, là. Il y a un autre projet de Cisco Mining qui a été vendu, c'est en Gaspésie. Tu connais Murdochville, la ville qui avait été abandonnée, justement, qui avait une mine à l'époque. Ben, il y a un projet de créer un pit autour de l'ancien pit pour aller chercher le cuivre qu'il y a encore, mais qui est en quantité trop faible pour le prix du cuivre de l'époque. Il y a un projet au nord de Chibougamau, Troilus, qui est aussi une ancienne mine. Écoute, je pense que leur ressource est à moins de 0,50 grammes, 0,5 grammes par tonne. Une concentration. Écoute, ils sortiraient 300 millions de tonnes pour arriver à la ressource qu'ils veulent. Donc, imagine 300 millions de tonnes, ça fait combien de voyages de troc puis de pelletés de pelle, là? Puis ça fait du diesel en sacrament en passant, là. Écoute, j'ai comme une réalisation cette semaine, genre, ce trimestre-ci, puis j'en parlais avec des investisseurs dans le secteur, je dis, parce que nous autres, des fois, on fait toujours des bêtes. Bon, ben, c'est toujours une question de faisabilité économique. Fait qu'il y a des mines dans le Nord. Regarde, un exemple d'une mine qui n'a pas tellement bien fonctionné, c'est Eleonore. Goldcorp, c'est la dernière mine au Québec, dans le coin de East Main. C'est la dernière mine au Québec qui a été bâtie d'or. Et l'économie, elle faisait faire ensemble. C'est loin, c'est plus cher, l'or n'était pas très élevé, mais tu sais, pour développer ces projets-là, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui qu'on considère qui ne sont pas économiques, qui vont le devenir dans le futur? Moi, je pense qu'on va avoir des mines à 0,25 grammes-tonne là, dans le futur, là, qui sont pas économiques aujourd'hui, mais qui vont le devenir. Oui, par les moyens. Puis pour qu'elles soient économiques, il faut déjà commencer l'exploration. Il faut qu'on fasse des études de faisabilité. Il faut que ça avance. Là. Le cycle est long. Puis au-delà des... c'est tous des bons jobs, c'est des gens qui voyagent souvent, etc. Donc, ils s'en vont travailler 14 jours, travailler fort, ils bâtissent des installations. C'est tous des bons jobs avec des gros salaires. Est-ce que c'est parce que dans la tête des Québécois, là, l'histoire de une scène la tonne, le fer, là, oui, ça a resté dans leur tête pour toujours. OK? Donc, ils ont toujours l'impression, quand il y a une mine, que tout le monde s'enrichit de partout dans le monde. Oui, il y a des bons jobs, mais tout le monde part avec la patente, puis nous autres, il ne nous reste rien. Ben, premièrement, il faut considérer que les ressources dans la terre, ils valent rien. Okay? Le Venezuela est un des pays les plus riches, une des plus grandes réserves de pétrole, puis ils ont un des pires outputs de la terre. C'est un des plus grands pollueurs. Donc, sans l'initiative, la technologie et le contrôle inhérent à l'économie capitaliste et aux entreprises privées, l'exploitation des ressources naturelles ne peut juste pas exister. Fait que cette espèce de prétention-là que on va nationaliser ces ressources-là, puis l'or va tomber sur le Québec, puis on va faire ça va bénéficier à la, entre guillemets, richesse collective. C'est juste pas vrai. Parce que les ressources vont rester dans la tête, puis on va rester fucking pauvre. Ouais. Ce qu'il faut faire, le Québec a en soi un bon régime minier où, avec le système de claim qui est constamment bâché dans les torchons de Québécois, là, comme si c'était une espèce de jungle où, genre, la plus fort la poche domine, alors que c'est un système qui est très égalitaire et très... Je veux dire, il y a quand même un système de droit là-dedans. C'est que tu acquiers des claims pour éventuellement, potentiellement explorer, pour éventuellement, potentiellement faire une mine. Mm-hmm. C'est à peu près le même taux de succès, Jeff, qu'un enfant qui rentre dans l'hockey mineur et qui se rend dans la Ligue nationale en passant. Là. Ouais. C'est ce genre d'événement outlier-là, là, ou dans le tennis ou dans le golf, whatever, là. Une mine qui sort de la terre versus un claim qui est claimé, c'est à peu près le même taux de succès. C'est 1 sur 1000, 1 sur 2000. Donc, mais pour que ça arrive, ça prend... l'échantillon doit être grand, ça prend de l'exploration. Puis dans le cas des retombées, ben, tu as le retombé du secteur de l'exploration, tu as le secteur de la production, tu as tous les fournisseurs autour, puis après ça, tu as l'impôt minier aussi. Là, les compagnies qui exploitent, ils payent au Québec.
Donc, oui, tu peux éliminer dans des pays où les ressources sont abondantes, puis souvent plus faciles à extraire, mais tu as un contexte souvent économique qui est volatile. Tu as souvent un contexte aussi sécuritaire et politique qui est très instable. Tu sais, rappelez-vous, Semafo, là, qui est une compagnie québécoise qui avait été vendue à l'époque, il y avait une dizaine de morts dans une mine, des attaques de rebelles. C'est arrivé, ça, là, au Burkina Faso, c'est arrivé au Sénégal. Donc, au Québec, on a quand même une grande histoire. Le Québec, le Québec, je le répète, là, c'est une des plus grandes juridictions minières au monde, là. On est connu mondialement. Là. Mais comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on a, tout ce que vous venez de parler, puis tu m'en parles souvent, Jerry en parle souvent, puis je connais plein de monde aussi dans ce domaine-là, comment ça se fait qu'on n'est pas the place au Canada, la place la plus riche? Je comprends qu'on n'a pas le pétrole, on a peu de gaz, là, mais je veux dire, au-delà de ça, on a l'équivalent, on a du cuivre, on a de l'or, on a de ça. Comment ça se fait qu'on est médiocre de même avec tout ce qu'on a? On pourrait être les plus riches, on va le faire. Ben, puis écoute, je t'ajoute une autre variable à ça, juste d'un point de vue politique économique, là. Tu peux te lever à Montréal, puis tu peux aller luncher à New York, puis revenir, puis te coucher chez vous, là. Oui. Donc, on est à 50 minutes de vol, puis 2h30 d'aéroport, parce que tu gosses autour, là, de la capitale financière mondiale, là. Ça, je pense qu'il ne faut pas que ça soit sous-estimé. Donc, le Québec pourrait être une terre de ressources. Oui. Et une espèce de semi-paradis fiscal, ou du moins un endroit où il serait plus facile d'investir et de bénéficier du fruit de tes investissements. Mais non, mais on est pogné avec des fucking communistes à partir de la maternelle jusqu'à l'université, puis dans tous les médias, puis dans toute la société civile au complet. Puis dès que tu t'élèves un peu autour de ça, puis tu contestes des vaches sacrées comme le, entre guillemets, modèle québécois, ben t'es vu comme un paria, puis on te cancelle. Ben, c'est ce que je te dis. À un moment donné, il va falloir réaliser ça. Là. On commence à voir, j'aime bien, je vois des. Le gars, par exemple, de les pizzerias, là, comment ça s'appelle? Oui, Salvatore. Ouais, t'as Olivier Primo, j'aime bien ça, voir même Poirier, des fois, fait ça, François Lambert, bref. Mais il va falloir que ça devienne. Il va falloir que ce soit des leaders économiques aussi, là. Je veux dire, c'est des gars qui ont bien réussi, tout ça, mais il va falloir que ça soit plus organique dans le domaine des affaires. Moi, je regarde les chambres de commerce, c'est une totale honte, là. Il faut noyauter ces places-là. C'est rendu des porte-voix pour le gouvernement qui parlent d'enlever les chars, de taxer tout ce qui bouge dans les villes, alors qu'avant, c'était littéralement le chien de garde du développement économique au Québec. Donc, ça, ce que je dis là, c'est pas un discours extrémiste, là. C'est littéralement le discours modéré qui faisait consensus il n'y a pas si longtemps au Québec. Ouais. C'est à peu près le temps qu'on remène les pendules à l'heure, puis qu'on arrête de se faire mener par le bout du nez par des fucking communistes. Mais tout le monde a peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? À un moment donné, c'est ça. Là, je veux dire, ouais, mais toi, ben, premièrement, je veux dire, je me débrouille bien, mais rien à voir avec des gars comme Poirier, puis je veux dire, des leaders économiques sont capables de parler sans se faire canceller, envoyer des messages qui sont fermes, tenir tête au gouvernement et pousser dans le bon sens du développement économique, qui a des répercussions énormes au niveau social. Là. Regarde notre folie COVID des dernières années. Là, on va payer pendant une génération là-dessus. Là. Oui. On va payer pendant une génération. Là. Mais c'est drôle parce que j'en ai parlé tantôt dans l'autre podcast de poubelle que j'ai fait. J'ai fait entendre c'est de ça que je vais te parler quand je t'ai dit qu'ils ont peur. C'est que j'ai entendu Georges Saint-Pierre dans un podcast dire puis dénoncer toute la situation, mais autant le podcaster qui est un gars que moi j'aime bien puis qui est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, lui-même nous dit que pendant la COVID, il s'est fermé en boîte parce qu'il avait peur de toutes les réactions alentour de lui. Puis Georges Saint-Pierre le dit aussi que lui, il s'est retenu. Puis tu sais, je fais un parallèle entre la COVID puis ce que tu parles là au niveau économique puis le système, toutes ces affaires-là. Mais il faut arrêter d'avoir peur, surtout quand vous êtes riche comme le... Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai fait puis je suis pauvre comme job. S'il y a un gars qui vaut 30 millions de dollars net dans son compte de banque comme Georges Saint-Pierre, pourquoi Georges Saint-Pierre, avec la notoriété qu'il a, Chris, il n'a pas collé le go publiquement comme il avait envie de... Là, il le dit, puis j'adore Georges Saint-Pierre. Là. Puis je suis bravo de le dire aujourd'hui, mais imagine-toi si tous ces leaders-là, au moment où ça arrive, qu'on n'est pas 7, mais qu'on est 500 000... dont des gens qui sont des leaders, justement, du monde des affaires, des influenceurs dans le domaine de la culture, etc. Tout le monde se lève. Les restaurateurs, tout ensemble, se tiennent debout. Si, ça ne dure pas un an, cette affaire-là.
Mais ce qu'on a vu pendant le mal de la COVID, c'est le mal qu'on voit, qu'on est en train de parler pour les investissements, pour l'économie, pour comment le Québec pourrait devenir riche. Ouais, on passe pour des totons de vouloir mieux, c'ti. Ben, l'ennemi, là, je l'ai souvent dit, tu sais, l'ennemi, c'est le corporatisme. Là. Fait que l'ennemi, c'est justement, là, ceux qui réussissent à se faufiler dans le domaine des affaires en tentant d'avoir des passe-droits. Regarde le scandale là, dans les derniers jours. Là, on a appris que le fonds de travailleurs que Taillefer puis le PDG de Lyon avaient tout caché out pour plusieurs centaines de millions combinés, probablement, pendant que c'était pas au top, mais pas loin. Pendant que là, tu as un paquet de bag-holders québécois qui ont mis des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars là-dedans. Alors que le narratif qui était poussé par les médias, tu sais, le corporatisme, c'est ça, là. Les gens voient souvent le capitaliste comme toujours l'espèce de bonhomme Monopoly qui sa canne, qui se remplit les poches aux dépens des pauvres. Ouais, là, je t'écoutais cette semaine. Il voit Picsou. Justement, là, le fallacy de l'idée de la tarte fixe. Là, moi, je vais faire plus de tartes. L'argent, la valeur qui est créée par ces industries-là, c'est pas une valeur qui est enlevée aux pauvres de Montréal, là, puis des autres villes du Québec, au contraire. Puis la richesse, elle, c'est l'inverse. Elle crée, plus c'est riche, plus les gens font attention à l'environnement, plus il va y avoir de développement immobilier, plus il va y avoir d'investissements dans les universités. Il n'y a aucune culture ici au Québec de donner dans les universités. Pourquoi tu penses que... Pierre Lassonde, je pense, qu'il a donné 30 millions à l'Université du Nevada. Donc, tu sais, il y a quand même une culture de succès et de redonner à sa communauté qui n'existe pas au Québec. Parce que dans le fond, ceux qui sont en charge, c'est une espèce de caste non élue, de mandarins, tu sais, les espèces de Koskinen de ce monde, le DG de la STM qui fait peut-être 500 000 par année. Sacrément, je connais des entrepreneurs qui n'ont jamais payé ça, que leur fonds de retraite, dans le fond, leur fonds de retraite, c'est de vendre leur entreprise. Fait que dans le fond, tu regardes ça, tu te dis, fuck, pourquoi tu prendrais le risque d'aller en affaires? Tu vas faire l'ENAP ou tu t'en vas à l'UQAM faire un MBA, puis tu te ramasses à la STM, tu fais 400-500 000 par année après, je comprends, pas tout de suite, là. Mais dans le fond, c'est littéralement honteux de voir qu'il y a une espèce de système parallèle mais ça ne peut pas tenir, ça. Où il n'y a aucune prise de risque, puis où il n'y a aussi aucune conséquence d'être dans l'erreur. Là. Alors, regarde le fuck-up avec les inondations ici à Montréal. Il y a une autoroute, ça fait une semaine et demie qui est fermée. Ça arrive nulle part dans le monde, ça. Voyons donc. Imagine-toi, en plus, on a une grosse machine publique qui est supposée de tout régler ces affaires-là, parce que, comme tu le dis, tout le monde est là. Personne n'a besoin de partir une entreprise. Mais ça ne peut pas tenir longtemps. Là. Ça ne peut pas tenir que, tu sais, je regardais la création de jobs. Là. Création de jobs dans le secteur privé, là, c'est moins, je ne sais pas combien de dizaines de milliers. Les jobs sont créés dans le système public, et ça depuis des lunes et des lunes. Ça ne peut pas tenir, ça, là, que tout ce qu'on crée comme job et comme économie, puis que les meilleurs salaires soient quand tu travailles pour une ville, pour le gouvernement provincial, fédéral, pour Investissement Québec, etc., etc. Ça peut pas tenir à long terme, cette affaire-là. Je veux dire, c'est impossible. Je pognais Kevin O'Leary ce matin dire que Walz, le gouverneur de l'État du Minnesota, ben c'était probablement le meilleur vendeur pour le Texas, la Floride et le Dakota du Sud, qui n'est pas trop loin de chez eux, parce que toutes les entreprises, avec tout ce qu'il y a mis comme red tape, puis la fiscalité, puis etc., puis toutes les affaires green, ces entreprises-là ont pris les jobs et ils ont déménagé en bas au Dakota du Sud. Et les seuls jobs qui ont été créés au Minnesota depuis qu'il est gouverneur, c'est comme nous autres, des jobs dans le secteur public. Ça, là, il faut que ça finisse. Exact, puis on est capable de comparer. Puis d'ailleurs, ça a été un des plus fous niveau COVID aussi. Vous voyez qu'il y a quand même, des similitudes dans tous ces régimes de fous-là. Là. Puis il y a une autre similitude. Je ne sais pas si tu as vu les actifs personnels de ce gars-là. Là. Il y a zéro. Zéro. Le gars a zéro. Puis là, il faut que je mette une mise au point là-dessus. Quand je fais mon histoire avec PSPP, là, c'est pas sur la. Je veux dire, c'est pas sur la. C'est sur le fond de l'histoire. Parce que le gars, c'est quand même. Parce que. Il y a quand même des métriques de succès dans la vie. Là, oui. C'est pas... je veux pas que tout le monde fasse avec un jet privé, puis si t'en as pas un, t'as pas réussi. C'est pas ça mon point. C'est que, normalement, il y a quand même une moyenne d'une cohorte d'avocats, disons, que même si tu travailles comme dans le public, si tu finis au ministère de la Justice, si tu finis juge, si tu finis associé chez McCarthy ou chez Fasken, il y a quand même une distribution de salaire qui va être normalement relativement haute. Puis ces gens-là vont quand même accumuler des assets. Mais comment c'est possible qu'après 20 ans que tu es avocat, que tu aies un actif net d'à peu près 200 000 qui est moins que la moitié, Jeff, moins que la moitié de la valeur médiane d'une résidence au Québec. Okay? En plus, avec un MBA d'Oxford.
Parce que ça marche pas, là. Je veux dire, ça veut dire que tu n'as jamais vraiment rien livré dans aucune des places que tu as été. Tu n'as pas fait de progression, puis tu n'as pas fait aucune prévoyance. Parce que je veux dire, à un moment donné, puis là, don't get me wrong, là, je veux dire, s'il y a des pirates qui ont comme 200 000 d'actifs, fine, je veux dire, c'est bien correct en fonction de mais ces gens-là n'aspirent pas, ces gens-là, ces pirates-là n'aspirent pas à être le premier ministre d'une province puis à l'idée un budget de 150 milliards. Là. Et l'échantillon des avocats qui ont un MBA d'Oxford et qui ont 20 ans au barreau ont probablement un actif net, Jeff, de entre 5 et 10 millions, là, OK? Voilà. Canadiens. Donc, maintenant, là, il y a quand même des comparables. Puis là, tu vois, mais là, tu t'archandes. Non, je veux dire, on est capable de regarder ça objectif. Puis ça m'a affaire avec Couillard dans le temps qui sont 400 000, là, tu sais. What happened, là, tu sais. C'est pas sérieux, là. Tant qu'à ça, le gars qui a fait une passe avec sa business qui est parti avec ses gars qui s'est chicané, prend son argent, puis c'est le gars qui est premier ministre du Québec aujourd'hui. Mais tu regardes ses placements, c'est public, ça, là, j'invente rien. Ouais. C'est un gars qui met ça dans les obligations du Québec à 2,5 %, hyper safe. Le gars embarque dans rien en bourse, à rien, dans aucun... rien, aucun... Il n'y a pas de le gars, ça fait 10 ans qu'il vaut 10 millions. Là, c'est ça. Il fois 3 depuis le temps. Exact. Puis avec le coût de l'argent, avec l'inflation, il est en train d'en perdre à chaque année en plus. Non, c'est ça. Puis le gars nous embarque avec Fitzgibbon dans un paquet de projets complètement flyés. Et lui, c'est le gars le plus chieux de la Terre. Ben ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Non, je veux dire, c'est sur le fond, je veux dire, on peut s'ostiner sur les chiffres, mais il y a quand même, tu sais, on peut avoir du monde qui sont capables de gérer de quoi, maintenant, là, tu sais, ça crève les yeux, là, tu sais, puis tu sais, le PQ, ça va être more of the same, là, ça va être la CAQ, ou ça va être littéralement QS avec moins d'immigrants, là, ça va être ça, là. Ah oui, c'est sûr que ça va être ça. Ah oui, ça garde. Hey, c'est une bonne première. Yeah! Plus de Joe Hamel sur la version Prime de Radio Pirate. Jerry, thank you, man, pour la journée, parce qu'on a fait plusieurs podcasts. C'est le dernier qu'on a produit, donc plus les écouter dans le désordre, comme vous voulez, mais nous, c'est le dernier qu'on fait. Bien le fun d'avoir le retour de Joe Hamel. Merci à Mr. White pour la prod. De Cook. Demain, on lance le week-end. Fun. On lance le week-end sur le live demain midi. See ya! Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate.